comité central du Parti communiste vietnamien 13e exercice s'est terminé ce vendredi après 3 jours de travail. Après le typhon Yagi, toutes les activités de dédouanement dans la province de Quảng Ninh sont revenues à la normale avec une capacité atteignant même 130%. En fin d'édition, découvrons la première exposition à grande échelle consacrée à l'art de la calligraphie vietnamienne. Bonjour à tous et bienvenue au journal francophone. Le 10e plénum du comité central du Parti communiste vietnamien 13e exercice s'est terminé ce vendredi 20 septembre après 3 jours de travail. Dans son discours de clôture, le secrétaire général du parti et président Tô Lâm a déclaré que lors de cette réunion, le comité central du parti avait décidé d'agir avec fermeté pour atteindre, voire dépasser tous les objectifs de développement socio-économique fixés par le 13e congrès national du parti pour la période 2021-2025. Il a apprécié la responsabilité et l'efficacité du travail du comité central du parti, ainsi que la préparation minutieuse des sous-comités, du bureau du comité central du PCV et des agences compétentes. En ce qui concerne la préparation du 14e congrès du parti, Tô Lâm a confirmé la volonté du comité central de mener une réforme institutionnelle plus vaste pour lever tous les obstacles au développement du pays. Cela passe, entre autres, par une plus forte décentralisation des pouvoirs, par la suppression de certaines formalités administratives et par une plus grande réduction des frais relatifs aux habitants et aux entreprises. La Banque vietnamienne des politiques sociales a annoncé que la collecte des intérêts pour les emprunteurs touchés par le typhon Yagi et les inondations qui ont suivi sera suspendue jusqu'au 31 décembre. La banque a demandé à ses succursales, en collaboration avec les autorités locales, les organisations sociopolitiques gérant les fonds confiés et les agences concernées, d'évaluer les dommages subis par les emprunteurs. Les capitaux prioritaires seront alloués aux zones gravement touchées pour fournir des prêts visant à aider les entreprises à rétablir leur production. La Banque vietnamienne des politiques sociales élaborera un plan et le soumettra au ministère concerné et au gouvernement afin d'augmenter la croissance du crédit cette année d'environ 199 millions de dollars. Dans la province de Quảng Ninh, toutes les activités de dédouanement sont revenues à la normale avec une capacité atteignant même 130%. Car auparavant, en raison de l'impact du typhon, un certain nombre de portes frontalières internationales avaient dû être temporairement fermées. En plus d'assurer la fluidité de la circulation des marchandises, Quảng Ninh soutient les postes frontaliers dans les provinces situées le long de la frontière nord qui sont également touchées par des crues soudaines et des glissements de terrain. Lorsque le typhon Yagi a frappé, les dirigeants du poste frontière internationale de Mong Cái dans la province de Quảng Ninh se sont coordonnés avec leurs homologues chinois pour fermer la frontière pendant 24 heures. Ensuite, ils ont travaillé avec leurs partenaires pour reprendre les activités d'import-export. Les gardes frontières, les douaniers travaillent dur pour créer les meilleures conditions permettant aux entreprises de dédouaner leurs marchandises rapidement et facilement. Le poste frontière internationale de Mong Cái a mobilisé du personnel supplémentaire pour augmenter sa capacité à 130% afin de soutenir les activités de commerce de marchandises dans les provinces voisines. Nous nous efforçons de faciliter les procédures de dédouanement et d'éviter les embouteillages.
Nous travaillons dur pour résoudre tous les problèmes auxquels les entreprises sont confrontées pendant cette période difficile. En conséquence, depuis le 8 septembre, le chiffre d'affaires des importations et des exportations passant par notre poste frontière a atteint 76 millions de dollars. Outre l'importation et l'exportation de marchandises, les activités d'immigration ont également repris. Cela facilite les déplacements des résidents des deux côtés de la frontière, en particulier des agences de voyage. Nous avons créé les meilleures conditions possibles pour garantir que le fonctionnement des entreprises de voyage et d'import-export puisse revenir à la normale. Les personnes et les passagers qui entrent et sortent chaque jour varient entre 10 000 et 15 000. Pour les véhicules de marchandises, ce chiffre varie entre 150 et 200 véhicules par jour. Le retour rapide à la normale des opérations au poste frontière de Móng Cái après la tempête stimulera directement la reprise économique des personnes et des entreprises de la région du Nord. 50 entreprises vietnamiennes participent au Salon international de l'alimentation et des boissons World Food Moscow 2024 qui se tient du 17 au 20 septembre au parc des expositions Crocus Expo à Moscou. Le pavillon vietnamien s'étend sur une superficie de 250 mètres carrés. Il met en valeur une gamme diversifiée de produits, notamment du café, de la cannelle, de l'anis, des noix de cajou, du riz et ses dérivés, des ingrédients alimentaires, du poivre et de diverses boissons. Le département de la promotion commerciale du Vietnam a également organisé un programme facilitant les échanges entre les entreprises vietnamiennes et russes, permettant ainsi aux participants d'établir des partenariats et de signer des contrats commerciaux. Le Salon international de l'alimentation et des boissons World Food Moscow est l'un des plus prestigieux de Russie. Cette année, 1100 entreprises provenant de plus de 40 pays y participent, attirant plus de 20 000 visiteurs de 72 pays et territoires. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, la valeur totale des exportations vietnamiennes de produits agricoles, forestiers et halieutiques a dépassé les 40 milliards de dollars début septembre, soit une hausse de 19% par rapport à l'année précédente. Selon les entreprises, ce chiffre devrait bientôt atteindre 55 millions de dollars, car les derniers mois de l'année sont souvent la période où les marchés d'exportation prospèrent. Cette usine devrait exporter 180 000 tonnes de riz en 2024 grâce à un approvisionnement proactif en matières premières et à la signature de nombreuses nouvelles commandes. Elle devrait bientôt atteindre son objectif. Notre objectif est d'exporter 180 000 tonnes de riz et nous avons atteint 71% de cet objectif, soit 130 000 tonnes. Les revenus sont prometteurs. Au cours des 8 derniers mois, alors que les exportations de riz ont rapporté 3,75 milliards de dollars, celles de fruits et légumes ont atteint 4,63 milliards de dollars. Il s'agit d'un groupe de produits dont la valeur des exportations devrait connaître une croissance significative. Actuellement, les activités d'achat, de transformation et d'exportation des usines de ce domaine sont très dynamiques. Nos produits sont très appréciés par les clients étrangers, notamment ceux d'Allemagne, d'Italie et du Canada. Ces marchés montrent un intérêt particulier pour nos produits et nous prévoyons une augmentation des nouvelles commandes. Au premier et au deuxième trimestre, les lots de produits agricoles ont dû être stockés pendant au moins 1 à 2 mois. Cependant, à la fin du troisième trimestre, l'expédition de ces lots n'a demandé qu'une à 3 semaines. Cela montre que le marché d'exportation s'améliore au cours des derniers mois de l'année. Notre stock de Pangasius a augmenté. Les produits agroalimentaires tels que les fruits transformés ont également augmenté. Nous renforçons notre capacité de stockage pour répondre à la prochaine vague de commandes. La quatrième trimestre est généralement la saison des festivals, ce qui incite les pays à augmenter leurs importations de produits agricoles vietnamiens. L'approvisionnement proactif en matières premières, l'amélioration de la transformation en profondeur et l'exploitation de nouveaux marchés aideront l'industrie agricole à établir de nouveaux records d'exportation.
Voici les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. En raison de l'influence de la tempête numéro 4, de nombreuses provinces centrales sont confrontées à de fortes pluies. Les provinces de Nghệ An et Hà Tĩnh devraient recevoir 50 à 100 mm de pluie, avec des précipitations dépassant les 150 mm dans certaines zones. À Thanh Hóa et Quảng Bình, les précipitations attendues sont de 20 à 60 mm, avec des précipitations isolées supérieures à 100 mm. À Quảng Nam, les risques de glissement de terrain sont élevés dans plusieurs endroits. La province de Quảng Bình est frappée par de fortes pluies depuis jeudi, en particulier dans les régions montagneuses. Dans le district de Bố Trạch, 9 zones ont connu des inondations, avec des niveaux d'eau atteignant 1 à 5 mètres, isolant plusieurs villages. De fortes pluies dans le district de Minh Hóa ont également provoqué des inondations qui ont touché plus de 600 foyers dans les communes de Tân Hóa et Yên Hóa, où les précipitations totales ont dépassé 590 mm. Dans le district de Tuyên Hóa, la montée des eaux de la rivière Danh a dépassé les niveaux d'alerte 1 et 2, provoquant des inondations locales d'une profondeur de 2 à 3 mètres dans certaines zones. En réponse aux risques d'inondation et de glissement de terrain, les autorités locales ont ordonné l'évacuation des résidents des zones à haut risque. Jeudi soir, les gardes frontières de la province de Quảng Nam ont procédé à l'évacuation d'urgence de tous les résidents du village 56B, commune de Đắc Prê, district de Nam Giang, après la découverte d'une importante fissure dans le flanc de la montagne. La fissure, longue de plus de 120 mètres et profonde de 1,5 à 5 mètres, est apparue après plusieurs jours de fortes pluies et de nombreuses zones présentaient des signes de glissement de terrain. 11 ménages totalisant plus de 40 personnes dans cette zone ont été relogés pour assurer leur sécurité. Les gardes frontières sont en service pour surveiller la fissure et réagir à toute évolution. La commune a signalé l'incident aux responsables du district de Nam Giang afin de planifier les prochaines étapes pour assurer la sécurité des résidents. Ces derniers jours, de fortes pluies prolongées dues à l'impact de la tempête numéro 3 ont provoqué des crues soudaines et de grandes fissures dans de nombreuses communes du district de Bát Sát, province de Lào Cai. Cela présente un risque de glissement de terrain menaçant la vie de centaines de personnes. Et ces jours-ci, parallèlement à la lutte contre les conséquences des inondations, la province de Lào Cai a mobilisé les autorités des districts et des villages pour mener à bien le travail de relocalisation des personnes vers des lieux sûrs. Cependant, le processus de relocalisation se heurte encore à de nombreuses difficultés. Dans le district de Bát Sát, des inondations et des glissements de terrain ont tué 15 personnes et des dizaines de maisons se sont effondrées. Cette maison a l'air solide et robuste, mais elle est située à flanc de montagne avec un risque de glissement de terrain très élevé. Malgré cela, la famille de Madame Zhou a décidé de rester dans sa maison nouvellement construite. Elle figure parmi les dernières familles qui n'ont pas encore déménagé vers les lieux sûrs. Notre maison a été construite en 2023, ce serait dommage d'en partir. Si les autorités nous demandent de partir, nous partirons aussi. J'ai peur de ne pas avoir à manger et de ne pas pouvoir gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de mes enfants. La vie humaine est la priorité absolue. La solution immédiate est de trouver un lieu de réinstallation approprié dans la commune pour déplacer toutes les personnes vers un nouvel emplacement. Ce dernier doit être à proximité des zones de production des populations. La planification prend du temps aux autorités. Comme les zones de glissement de terrain se sont étendues à toute la commune,
les autorités ont temporairement utilisé les maisons culturelles comme point de rassemblement pour les ménages. Le jour, nous rentrons chez nous pour élever du bétail, et la nuit ou lorsqu'il y a un appel par haut-parleur, nous irons dormir à la maison culturelle. Avec l'aide des autorités, nous nous sentons plus en sécurité. Jusqu'à présent, la route intervillage est encore coupée. Les responsables locaux parcourent jour et nuit des kilomètres de routes boueuses pour atteindre les ménages dans les zones dangereuses. Les travaux de relocaliser doivent être effectués dans les plus brefs délais afin d'assurer la sécurité de toutes les personnes présentes dans la zone. Tout de suite, un condensé des faits marquants de la semaine écoulée. Le 10e plénum du comité central du Parti communiste du Vietnam du 13e mandat a eu lieu du 18 au 20 septembre à Hanoï. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général et président Tô Lâm a souligné que ce plénum se concentrerait sur 10 contenus essentiels de 2 groupes de questions stratégiques et quelques questions spécifiques. L'objectif ultime d'ici 2025 est la mise en œuvre réussie de la résolution du 13e congrès du parti. Concernant la préparation du 14e congrès du parti, Tô Lâm a insisté sur l'importance du choix des candidats pour garantir la mise en œuvre réussie des politiques du parti afin de faire entrer le pays dans une nouvelle ère. Le secrétaire général et président Tô Lâm a présidé le 18 septembre une réunion du Politburo qui a donné ses avis sur le projet d'investissement de la ligne ferroviaire à grande vitesse nord-sud. Le Politburo a conclu qu'il s'agissait d'un projet très important contribuant à la garantie de la défense et la sécurité nationale. Le Politburo a convenu de consulter le comité central du parti pour l'approbation de la politique d'investissement du chemin de fer à grande vitesse nord-sud avant que le gouvernement ne la soumette à l'Assemblée nationale lors de la 8e session de la 15e législature de l'Assemblée nationale. Le 18 septembre, la vice-présidente vietnamienne Vo Thị Ánh Xuân a participé et prononcé un discours sous forme de vidéo au 4e Forum des femmes Asie-Europe. La vice-présidente a salué le rôle et les contributions positives de ce forum, le considérant comme un lieu d'échange et de partage d'opportunités pour améliorer le rôle des femmes dans tous les domaines de la vie sociale. Elle a affirmé que le Vietnam s'engageait à soutenir le développement des femmes en leur créant des opportunités de contribuer davantage aux nobles objectifs proposés par les Nations Unies. Le Conseil consultatif pour la grâce présidentielle de 2024 s'est réuni mercredi 18 septembre à Hanoï, sous la présidence du vice-premier ministre permanent Nguyễn Hòa Bình. Nguyễn Hòa Bình a souligné que la clémence envers les détenus est une belle tradition de la nation. La loi cherche à offrir des opportunités pour la réhabilitation et la réintégration des individus repentants dans la société. Au cours de la réunion, le Conseil a examiné les dossiers de prisonniers éligibles à la grâce présidentielle. La liste des amnisties sera décidée par le président de la République. Au cours de la semaine écoulée, la tempête numéro 4 a frappé les zones côtières des provinces de Quang Tri à Quang Nam. À 14h le 19 septembre, cette tempête s'est rapidement affaiblie en une dépression tropicale. Cependant, elle continue de provoquer de fortes pluies dans de nombreuses provinces du centre septentrional. Les localités touchées ont élaboré des plans d'action et pris des mesures pour minimiser les dégâts. Dans certains endroits de Quang Tri, Quang Binh, Hà Tĩnh et Thanh Hóa, les précipitations ont dépassé 450 mm. Selon les prévisions, le risque de glissement de terrain est imminent dans 202 communes de ces provinces. Près de 300 tonnes de marchandises de secours sont parties le 16 septembre de la gare de Bình Dương au sud, à destination des provinces de Lào Cai, Phú Thọ et Yên Bái, gravement touchées par les crues et inondations.
300 tonnes de marchandises, dont du riz, des couvertures, du lait et des boissons nutritionnelles, ont été soigneusement emballées pour éviter tout dommage pendant le transport. Pendant ce temps, en réponse à l'appel du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, un total de 1000 milliards de dong a été mobilisé auprès des organisations et des particuliers pour soutenir les victimes de la catastrophe. La calligraphie esthétique s'exprime de manière unique et s'expose dans un espace d'art contemporain. C'est ce que les spectateurs ont pu voir avec le parfum éternel du pinceau et de la pierre à encre, la première exposition à grande échelle consacrée à l'art de la calligraphie vietnamienne, récemment organisée à Hanoï. L'exposition marque également un tournant dans la calligraphie de la langue nationale, un art vieux de près d'un siècle. Rencontrons l'un des calligraphes qui ont contribué à l'exposition avec des œuvres impressionnantes et découvrons son amour pour la calligraphie vietnamienne. Le parfum éternel du pinceau et de la pierre à encre est considéré comme la première exposition à grande échelle, organisée spécifiquement pour la calligraphie de la langue nationale et a attiré l'attention d'un large public. Des phrases classiques des poèmes ou des extraits d'œuvres littéraires et poétiques écrites sur Thăng Long Hanoï sont exprimés dans de nombreux styles créatifs remarquables hors du cadre de la calligraphie traditionnelle. Tous sont présentés dans un espace d'exposition contemporain. L'événement rassemble plus de 700 grandes et petites œuvres de calligraphes des 3 régions du pays. Parmi les participants à l'exposition se trouve Kiều Quốc Khánh, pseudonyme Nguyệt Trà. Il est l'un des calligraphes vétérans de Hanoï qui pratique l'art de la calligraphie depuis plus de 20 ans et est célèbre pour combiner harmonieusement la calligraphie orientale et occidentale. Bonjour Nguyệt Trà, que ressentez-vous en participant à l'exposition Le parfum éternel du pinceau et de la pierre à encre? L'événement a réuni des calligraphes des 3 régions du pays. La calligraphie en langue nationale est une matière artistique, une activité indispensable dans le flux général de la calligraphie dans le pays. C'est aussi l'occasion d'introduire une nouvelle perspective sur la calligraphie des langues nationales, exprimée dans une perspective contemporaine. Quelles œuvres avez-vous choisi de présenter dans cette exposition? Comme il s'agit d'une exposition célébrant le 70e anniversaire de la libération de la capitale, j'ai choisi 3 œuvres qui écrivent les enseignements de nos ancêtres, tirées des stèles doctorales actuellement conservées au Temple de la littérature. Et j'ai choisi des chansons célèbres composées sur Hanoï. J'ai fait en sorte que les paroles ressemblent au vieux quartier de Hanoï. Dans mes œuvres, j'utilise de nombreuses techniques de peinture à l'encre, comme la dissolution ou l'alternance entre les tons. Depuis de nombreuses années, le cours de calligraphie de la langue nationale de Kiều Quốc Khánh a lieu régulièrement chaque semaine et attire un grand nombre d'étudiants de tout âge. Ils sont tous amateurs d'art et souhaitent trouver de nouvelles façons d'exprimer le vietnamien. La calligraphie transmet facilement des messages aux gens, car tout le monde peut la lire et la comprendre. Chaque personne a une manière d'écrire différente, c'est ainsi qu'elle exprime sa personnalité à travers son écriture. Nous apprenons à créer des lettres vietnamiennes basées sur la calligraphie. Après seulement 20 à 30 minutes de pratique de la calligraphie, je me suis sentie passionnée. Partout dans le pays, de plus en plus de clubs et de cours de calligraphie sont créés. Cela montre que l'intérêt des gens, en particulier des jeunes, pour la calligraphie se renforce. Aujourd'hui, la calligraphie en écriture nationale est de plus en plus populaire.
En quoi la calligraphie en langue nationale est-elle différente de la calligraphie traditionnelle? La calligraphie en langue nationale atteint plus facilement le public car elle utilise les mêmes mots que nous utilisons quotidiennement. Elle utilise des lettres latines avec des traits arrondis. Cela permet aux auteurs d'être créatifs de plusieurs manières. Le nom est principalement constitué de traits de style droit et comporte des règles spécifiques. Par conséquent, l'application des techniques de calligraphie pour écrire des caractères doit dépendre de la pensée créative de chaque auteur. Comment se développe le mouvement de création et d'expression de la calligraphie en langue nationale actuellement? L'art de la calligraphie traditionnelle intéresse beaucoup les experts et de nombreuses expositions ont été organisées. Mais la calligraphie traditionnelle a une limite. Le public est de plus en plus jeune et a très peu de contact avec les caractères chinois. C'est pourquoi nous nous tournons vers la calligraphie de langue nationale pour apporter des valeurs traditionnelles à l'écriture contemporaine. Mes étudiants prennent désormais conscience des valeurs les plus profondes, des valeurs culturelles du peuple vietnamien. Qu'attendez-vous du développement de la calligraphie en langue nationale? Nous sommes en train de faire de la calligraphie de la langue nationale un sujet artistique distinct, afin de pouvoir contribuer à honorer les valeurs littéraires et historiques de la nation. Encore une fois, merci pour cet entretien. En fin de journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Et c'est ainsi se termine notre journal. Merci pour votre fidélité. Très bon week-end à vous tous et on se revoit la semaine prochaine.